Bonjour et bienvenue dans le 9e épisode de la série Présentation des régions du monde. Aujourd'hui, on va parler de l'Asie de l'Est. Alors déjà, quels pays font partie de l'Asie de l'Est ? Généralement, on y inclut la Chine, la Corée, le Japon et Taïwan. Mais faut-il y rajouter une partie de la Sibérie ou bien le Vietnam qui a des points communs culturels avec la Chine mais aussi des différences qui, de par son climat, serait plutôt en Asie du Sud-Est ? Faut-il y intégrer toute la Chine ou en exclure l'ouest du pays qui serait plutôt rattaché à l'Asie centrale ? Que dire de la Mongolie ? Fait-elle partie de l'Asie centrale ou bien de l'Asie de l'Est par sa situation géographique ? Conventionnellement, toute la Chine fait partie de l'Asie de l'Est, même le Xinjiang. Il est donc logique d'y inclure également la Mongolie, vu que géographiquement, ce pays est plus à l'est que le Xinjiang et n'a de frontières communes avec aucun des 5 pays dont le nom se termine par Stan. Mais ça ne résout pas la question de la Sibérie orientale ni du Vietnam. Si la Sibérie orientale fait clairement partie de la Sibérie, donc d'un autre ensemble géographique, le cas du Vietnam est plus litigieux. Géographiquement, il fait partie de l'Asie du Sud-Est, trouvant tout à l'est de la péninsule indo-chinoise, mais culturellement, on peut le rattacher à l'Asie de l'Est car il a eu davantage d'influence culturelle chinoise que Khmer ou Thaï. Le climat de l'Asie de l'Est est très contrasté et varie fortement selon les régions. La zone se situe à la frontière entre les climats tempérés et subtropicaux, ce qui explique cette diversité. On y trouve à la fois des régions très arides et d'autres beaucoup plus arrosées. Globalement, plus on descend vers le sud, plus les températures augmentent et plus on se rapproche de la côte pacifique à l'est, plus les précipitations sont abondantes. Cependant, les écarts de température entre l'été et l'hiver restent importants même sur le littoral. Par exemple, Pékin, bien que situé à la latitude de l'Andalousie, connaît des hivers rigoureux, parfois enneigés et des étés très chauds, souvent au-delà de 30 degrés. Le Japon présente une amplitude thermique comparable avec des températures de l'ordre de 5 à 10 degrés en hiver et de 25 à 30 degrés en été. Ce pays est toutefois plus humide que la Chine en raison de son insularité. Il reçoit en moyenne 1600 mm de précipitations par an, mais ce chiffre est variable d'une île à l'autre et peut largement dépasser le double de celui observé en France, notamment dans le sud du pays. En revanche, en Chine, les précipitations diminuent à mesure qu'on s'éloigne des côtes. Le nord et l'ouest figurent ainsi parmi les régions les plus arides d'Asie. Le désert de Gobi, par exemple, ne reçoit qu'une centaine de millimètres de pluie par an, soit moins d'un dixième de ce qui tombe en France. Au Vietnam et dans le sud de la Chine existe un phénomène appelé la mousson. Il s'agit de courants aériens qui franchissent l'équateur et voient donc leur mouvement s'inverser. Cela provoque des pluies diluviennes en été et un hiver bien plus sec avec des températures élevées en raison de la latitude tropicale. À cela, il faut ajouter la présence de montagnes en certains endroits. Le climat y est donc plus froid. C'est en Asie que se trouve l'Himalaya, plus haute chaîne de montagnes du monde. Une partie du massif se trouve en territoire chinois. C'est le seul endroit au monde où des sommets peuvent dépasser les 8000 mètres d'altitude. C'est là que se trouve le mont Everest, point culminant de la Terre avec ses 8857 mètres. Cette chaîne de montagnes est issue de la collision entre l'Inde et le reste du continent asiatique il y a 40 à 50 millions d'années. Le choc entre les deux plaques tectoniques fut si violent qu'il a provoqué non seulement l'apparition des plus hautes montagnes du monde, mais aussi d'autres chaînes plus basses et plus éloignées de la limite entre les plaques, créées par les plissements dus à cette collision. Parmi ces montagnes, on trouve le Tian Shan, le Kunlun, l'Altaï, ainsi que les hauts plateaux du sud de la Chine, qui sont plus ou moins hautes selon qu'on soit plus près ou plus loin de l'Himalaya. Un autre ensemble de reliefs se trouve près du Pacifique, et en particulier sur les îles. À cause de l'activité de certaines dorsales océaniques, la plaque pacifique passe progressivement sous la plaque eurasiatique, y créant des montagnes, des volcans et des séismes fréquents. C'est ainsi que des îles soit volcaniques, soit montagneuses sont apparues à cet endroit, notamment Taïwan, ainsi que les 4 principales îles qui composent le Japon. À
Avec une telle diversité de climats, il y a forcément une grande diversité de milieux naturels. Des déserts comme celui de Gobi situé à cheval entre la Chine et la Mongolie et éloigné des mers, des forêts près de l'océan Pacifique où les pluies sont suffisantes pour permettre aux arbres de pousser, des prairies dans les zones entre ces deux ensembles comme une transition entre forêt et désert, sans oublier les toundras sur les hauteurs de l'Himalaya où, en raison de l'altitude, les températures sont bien trop basses pour permettre aux arbres de pousser. En ce qui concerne les forêts situées le long du Pacifique, il faut distinguer les forêts tropicales qui poussent notamment au Vietnam, des forêts tempérées qu'on trouve plus au nord, notamment en Chine ou en Corée, sans oublier celles qui se trouvent dans le sud-est de la Chine et correspondent à une zone de transition entre la forêt tempérée et tropicale. Les forêts tropicales ont notamment une plus grande diversité d'arbres et des arbres plus hauts que les forêts tempérées. L'Asie de l'Est est ce qu'on appelle en géographie un foyer de peuplement, c'est-à-dire une zone où il y a beaucoup de population, où les densités sont beaucoup plus élevées que dans le reste du monde. Près d'un humain sur 5 y habite. Cette région contient notamment la Chine, qui avec 1,4 milliard d'habitants est un géant démographique, deuxième pays le plus peuplé du monde depuis que l'Inde l'a dépassé en 2023. Cependant, la population de l'Asie de l'Est est très inégalement répartie, la Mongolie ayant la plus faible densité au monde avec ses 2 habitants au kilomètre carré. La population se concentre surtout à proximité de l'océan Pacifique. C'est là que se trouvent de nombreuses villes de plusieurs millions d'habitants. Les zones les plus urbanisées d'Asie de l'Est sont l'Est de la Chine, le Sud du Japon et la Corée du Sud. D'une manière générale, l'Asie de l'Est est une région très urbanisée. De nombreuses villes ont plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'habitants. Si sur l'ensemble du continent asiatique, seuls 53% de la population vit en ville, ce taux monte à plus de 80% en Corée du Sud et dépasse même les 90% au Japon. Tous les pays de la région connaissent un important exode rural. Du coup, l'urbanisation est en forte hausse. Il y a seulement 50 ans, un Asiatique sur 4 seulement vivait en ville. La Chine, quant à elle, affiche des taux d'urbanisation plus faibles, estimés à un peu plus de 60%, mais ce chiffre ne tient pas compte d'une catégorie de population appelée les Minggong. Il s'agit des populations issues de l'exode rural et vivant en ville de manière informelle et généralement dans la grande pauvreté. Cette population étant estimée entre 175 et 280 millions de personnes, il est donc compliqué de savoir exactement combien de Chinois vivent réellement en ville. Cependant, l'Asie de l'Est a une croissance démographique très faible. Dans certaines régions, on observe même une baisse de la population. Les taux de fécondité y sont très bas, ce qui veut dire que les gens qui vivent là-bas font généralement peu d'enfants, et donc la population vieillit. Le Japon est d'ailleurs le pays qui a la population la plus vieille du monde. Un Japonais sur 3 ayant plus de 65 ans et 1 sur 10 a plus de 80 ans. Ce pays devient progressivement un gigantesque EHPAD à ciel ouvert. Que la population vieillit le plus rapidement au monde en raison d'un taux de fécondité très bas à seulement 1 enfant par femme conjugué à l'espérance de vie qui est la plus élevée au monde. 82 ans pour les hommes et 88 pour les femmes. Dans les autres pays de la région, les taux de fécondité sont tout aussi bas. La Corée du Sud a même le taux le plus bas du monde avec 0,7 enfants par femme, ce qui entraîne là encore un vieillissement de la population, mais l'espérance de vie n'est pas forcément aussi élevée qu'au Japon. Dans de nombreux pays, la population diminue à cause de la surmortalité due à la vieillesse de la population. Cela entraîne notamment une demande de soins de santé liée à la vieillesse plus importante, conjuguée à une forte baisse du nombre d'actifs et de travailleurs. Outre le cas du Japon, celui de la Chine est également essentiel à traiter. De 1976 à 2015, les Chinois n'avaient légalement pas le droit d'avoir plusieurs enfants. On appelle cette période la politique de l'enfant unique. Cela a entraîné une chute de la natalité qui n'est jamais repartie à la hausse malgré l'abolition de cette loi. Ainsi, la Chine connaît également le phénomène de vieillissement de la population, tout comme ses voisins. La part de la population en âge de travailler est passée de 70% en 2011 à 65% en 2018. Cela entraîne exactement les mêmes problématiques qu'au Japon et en Corée. L'Asie de l'Est a longtemps été une terre d'émigration, comme en témoignent les diasporas chinoises dans des pays aussi différents et éloignés les uns des autres que la France, l'Indonésie, les États-Unis ou encore l'île Maurice.
Ces flux migratoires étaient surtout à la fin du 19e siècle, ils n'existent plus vraiment aujourd'hui. De nos jours, l'Asie de l'Est est davantage une terre d'immigration, principalement en raison du développement économique qui a eu lieu dans la seconde moitié du XXe siècle. Le Japon et la Corée du Sud, pour pallier leur déficit démographique dû à la faible fécondité, font appel à l'immigration venue de pays plus pauvres en Asie du Sud-Est tels que le Vietnam ou les Philippines. Ces immigrants occupent des emplois peu qualifiés et subissent des discriminations de la part des Japonais et des Coréens. L'Asie de l'Est est une région développée économiquement, aussi riche que les pays occidentaux. Mais il n'en a pas toujours été ainsi, les pays d'Asie de l'Est s'étant industrialisés assez tard. Le Japon est le premier pays asiatique à s'industrialiser dès la fin du 19e siècle. Aujourd'hui 4e économie mondiale, c'est au 3e quart du 20e siècle que ce pays connaît un véritable boom économique. Ruiné au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Japon s'en est sorti très rapidement, à tel point que de nombreux spécialistes parlent de miracle économique japonais. Pour ce faire, le Japon a bénéficié de l'aide américaine, mais a aussi imposé à ses travailleurs des conditions particulièrement difficiles, mais non sans résultat. Ensuite, c'est au tour de la Corée du Sud à la fin du XXe siècle, puis de la Chine dans les années 2010, de connaître le même genre de boom économique. La Corée du Sud et Taïwan s'industrialisent tardivement, vers les années 70, mais ont aujourd'hui un niveau de vie comparable à l'Espagne ou à l'Italie. Quant à la Chine, elle s'est industrialisée et ouverte au commerce avec l'Occident à partir de 1978 sous l'impulsion du dirigeant Deng Xiaoping. L'ouverture économique chinoise, combinée au retour en force du néolibéralisme en Occident dans les années 80, favorise les délocalisations d'usines vers la Chine, pays alors très pauvre et où les salaires sont donc extrêmement bas. Cette industrialisation massive de la Chine devint par la suite le moteur du développement de ce pays, aujourd'hui l'une des principales puissances économiques mondiales. Les salaires ont considérablement augmenté, ayant en moyenne doublé en 10 ans, et le niveau de vie moyen a augmenté avec. Bref, ce pays s'est enrichi. Cependant, ce boom économique asiatique masque mal des inégalités de richesse encore très fortes. En Chine, elles ont même beaucoup augmenté au moment de l'industrialisation massive, classant aujourd'hui ce pays parmi les plus inégalitaires du monde, à tel point que certains chercheurs évoquent 3 Chines: la Chine littorale, développée et très urbanisée, l'arrière-pays un peu plus pauvre et l'ouest très pauvre. Si la classe moyenne y est relativement importante dans les villes, la Chine a surtout des super riches et des super pauvres. La Corée du Sud et Taïwan, qui se sont industrialisés un peu plus tôt, ont une situation plus proche de celle de la Chine littorale. Ce sont des pays développés avec une économie de marché et une classe moyenne largement majoritaire, mais de fortes inégalités sociales entre les plus riches et les plus pauvres. Le Japon est moins inégalitaire que ses voisins, mais quand même assez loin de l'égalité parfaite. Les inégalités sociales sont à un niveau comparable à celui des États-Unis, donc bien supérieur à ce qu'on peut observer en Europe. L'Asie de l'Est est une des régions où l'agriculture apparaît au néolithique, et donc où des civilisations avancées émergent. La base de l'alimentation fut alors le riz, originaire de là. Dans un premier temps en Chine que des royaumes, au sens où on l'entend aujourd'hui, se créent. Il y en a d'abord 3, puis ils furent unifiés par la dynastie Han en moins 210. Cette unification est l'acte de naissance de l'Empire chinois. Ce sont donc les Chinois qui eurent un empire puissant à l'époque, ayant eu des relations commerciales avec d'autres peuples au Moyen-Orient et en Asie centrale. Des échanges culturels eurent alors également lieu. Entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, l'Empire chinois devint progressivement bouddhiste, puis exporte par la suite cette religion en Corée puis au Japon en y envoyant des missionnaires. La Corée, quant à elle, a également connu une période où elle était constituée de 3 royaumes, mais elle ne s'unifie qu'en 668, plus de 8 siècles après son voisin chinois. Les 3 royaumes coréens ont eu des relations tantôt commerciales, tantôt belliqueuses, avec l'archipel japonais. Ensuite vint la période médiévale, où la Chine, la Corée et le Japon se constituent en véritables empires. Le Japon a eu un fonctionnement similaire à ceux des royaumes européens. C'est pourquoi on parle de féodalité japonaise, même si elle a duré plus longtemps que la féodalité européenne, ne prenant fin qu'en 1868 avec le début de l'ère Meiji. Durant le Moyen-Âge, le principal élément perturbateur en Asie de l'Est fut l'empire mongol, fondé au XIIIe siècle par Gengis Khan. Cet empire s'étendait à son apogée de la Corée à la Hongrie. Il est le plus grand de l'histoire ayant une continuité territoriale.
Par la suite, une dynastie mongole dirigea l'Empire chinois, puis celui-ci décide au XIVe et XVe siècle d'explorer le monde et de nouer des relations commerciales avec les civilisations découvertes. Le marin Zheng He est la grande figure de ces explorations, ayant écumé une part non négligeable de l'océan Indien et fondé des comptoirs commerciaux en Afrique de l'Est, au Moyen-Orient ainsi qu'en Indonésie. Ce commerce ne se ment pas très longtemps, bien qu'il fût lucratif pour la Chine. En 1644 arrive sur le trône de Chine une dynastie mandchoue qu'on appelle les Qing. Dans la première phase de leur règne, étant sur tout le XVIIIe siècle, la Chine connaît un nouvel apogée. L'économie est prospère et l'activité culturelle est florissante. Le sort des paysans s'améliore et la confiance dans les gouvernements augmente. De plus, la Chine colonise à cette époque l'île de Taïwan au détriment des populations autochtones et de leur culture. Cependant, ce pays est très fermé au reste du monde et commerce très peu. Au XVIIIe et XIXe siècle, le Japon colonise progressivement l'île d'Hokkaido, la plus au nord des 4 principales îles japonaises. Cette île était déjà peuplée par les Aïnous, le peuple autochtone. La colonisation japonaise a quasiment anéanti ce peuple. De nos jours, les Aïnous vivent dans des réserves à l'instar des peuples autochtones d'Amérique du Nord et sont beaucoup plus pauvres que les Japonais ethniques. Au XIXe siècle, les puissances coloniales, et en particulier le Royaume-Uni, voient dans la Chine très peuplée un pays où ils peuvent écouler leurs marchandises. Problème, l'Inde, alors colonie britannique, produit beaucoup d'opium, qui est une drogue dure que la Chine dans un premier temps refuse d'importer. La Chine et le Royaume-Uni se sont fait la guerre 2 fois à ce sujet entre 1830 et 1860. Le Royaume-Uni obtint la légalisation de l'opium en Chine ainsi qu'un comptoir commercial, correspondant à l'actuelle ville de Hong Kong qui sera rétrocédée à la Chine en 1997. Le Royaume-Uni put alors exporter son opium au détriment de la santé de la population chinoise. Au début du XXe siècle, voyant les puissances européennes coloniser le monde, le Japon, l'un des rares pays hors Europe à n'avoir jamais été colonisé, décide de faire pareil et colonise en 1910 la péninsule de Corée. Tout comme dans les colonies européennes, la Corée japonaise fut un paradis pour les colons japonais et un enfer pour les autochtones coréens qui avaient moins de droits que les Japonais. La Corée colonisée, le Japon tenta de faire de même avec la Chine et parvint à s'approprier plusieurs régions le long de la côte pacifique où des colons s'installèrent également et les Chinois furent opprimés. La seconde guerre sino-japonaise, commencée en 1937, mit fin à la colonisation japonaise car elle finit par se confondre avec la Seconde Guerre mondiale que le Japon a perdue. La Corée devint donc indépendante en 1945, mais le conflit entre communistes et capitalistes y dégénéra en guerre civile. Ça, en 1953, la frontière entre la Corée du Nord communiste et pro-soviétique, la Corée du Sud capitaliste et pro-américaine. Quant à la Chine, également touchée par ce conflit idéologique, elle a connu une révolution en 1949 instituant le communisme. Les anticommunistes se sont réfugiés à Taïwan où ils créèrent leur propre État, capitaliste et pro-américain. Mais le sort des autochtones ne s'est pas amélioré, contrairement à celui des Chinois. Les deux pays sont toujours en tension aujourd'hui. En 1951, la Chine annexe le Tibet. Depuis cette date, les persécutions des Tibétains n'ont fait que s'amplifier. Entre déportations massives de Tibétains vers d'autres régions, envoi de colons chinois pour remplacer les populations locales, massacres, stérilisations forcées, autres horreurs du même genre. Quant au Dalai Lama, il est en exil en Inde. Le gouvernement chinois a considérablement restreint la liberté de circulation des Tibétains, au point qu'ils doivent demander des permis et les payer ne serait-ce que pour aller d'une ville à l'autre, et ce afin de les surveiller au maximum. Les mouvements indépendantistes ont été très violemment réprimés et pour éviter qu'ils gagnent en influence, le gouvernement chinois a fait en sorte qu'aujourd'hui on ne puisse plus sauver le Tibet. Résultat des courses, les Tibétains ne sont désormais majoritaires nulle part, ayant été pour la plupart envoyés de force dans des régions chinoises éloignées de leur lieu d'origine, même si d'autres, plus chanceux, ont pu se réfugier en Inde ou au Népal. Après avoir fait ça, le gouvernement chinois entreprend actuellement de faire exactement la même chose au peuple ouïghour, une autre minorité ethnique qui vit dans l'ouest du pays. De nos jours, l'Asie de l'Est se compose de 3 grandes aires culturelles, l'ère culturelle chinoise, coréenne et japonaise. Les 3 ont leur propre culture, différentes les unes des autres, bien que la Chine ait historiquement influencé les autres. En effet, la Chine a jadis exporté son système d'écriture,
Du coup, le coréen et le japonais utilisent aujourd'hui des idéogrammes qui ont évolué différemment de ceux des chinois, mais sont apparentés alors même que les trois langues ne le sont pas du tout à la base. Le coréen est même ce qu'on appelle en linguistique un isola, c'est-à-dire une langue qui n'est apparentée à aucune autre. De plus, la Chine a également apporté trois religions, le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme aux populations coréennes et japonaises. Au Japon, le shintoïsme était déjà présent et il s'est mélangé au bouddhisme pour donner la culture japonaise qu'on connaît aujourd'hui. En plus de ces trois aires culturelles principales, il existe d'autres peuples ayant des cultures différentes et subissant la domination chinoise ou japonaise, à savoir les Ouïghours, les Tibétains, les Aïnous et les autochtones de Taïwan. L'Asie de l'Est est une région très hétérogène de ce côté-là. Les pays ont des régimes politiques très différents les uns des autres. Le pays le plus démocratique de la région est le Japon. Il s'agit d'une monarchie parlementaire, comparable au Royaume-Uni, à la Belgique ou aux pays scandinaves, à la seule différence près que le monarque a le titre d'empereur et non pas de roi. Sinon, tout est exactement pareil que dans les monarchies européennes. Le Premier ministre est issu du parti majoritaire au Parlement et celui-ci peut le destituer à tout moment. Le gouvernement actuellement en place est de droite, mais chaque élection peut potentiellement être une alternance politique. Quant à la Corée du Sud, il s'agit d'une république à régime présidentiel, c'est-à-dire que le président, qui est élu, est à la fois le chef de l'État et du gouvernement. Il y a un parlement qui vote les lois, mais le pouvoir exécutif y est plus fort. Le régime politique ressemble davantage à celui de la France. Cependant, le pays n'est démocratique que depuis les années 80, ayant connu la dictature de Park Chung-hee qui a fait un coup d'État en 1961 et est resté au pouvoir jusqu'en 1987. La Chine et la Corée du Nord, des dictatures qui se revendiquent communistes. Cependant, la Chine n'a aujourd'hui plus grand-chose de communiste dans son système économique, qui est très libéral. Il y a un parti unique et un régime très autoritaire. Et la Corée du Nord est le pays le moins libre du monde, un peu comme si son dirigeant s'inspirait de 1984 d'Orwell. Là, on a carrément un régime totalitaire encore en place aujourd'hui. Les villes d'Asie de l'Est sont généralement très peuplées, voire surpeuplées. Beaucoup d'entre elles ont plus de 10 millions d'habitants. Le principal défi est donc de loger et de faire cohabiter autant de monde. Une population aussi élevée nécessite des aménagements en conséquence. Aussi, les villes sont très denses et le réseau de transport est très développé. Des métros plus fréquents qu'à Paris circulent sous des autoroutes urbaines à 4 ou 5 voies dans chaque sens afin de maximiser la capacité de transport. Outre la population gigantesque, les villes d'Asie de l'Est ont également la particularité d'être à la fois vieilles et modernes. Vieilles parce qu'elles datent pour la plupart de l'Antiquité et ont généralement conservé leur centre historique, dans lesquels on trouve des monuments, des palais royaux ou impériaux, des maisons au style architectural chinois, coréen ou japonais, mais en tout cas très variables d'un pays à l'autre, voire parfois d'une région à l'autre. Moderne parce que le développement économique récent de la région a profondément transformé les villes. À proximité des centres historiques, on y trouve des centres d'affaires avec des gratte-ciel, ces quartiers étant reliés entre eux et aux banlieues par des autoroutes urbaines selon un modèle directement inspiré des villes américaines. La vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un commentaire pour améliorer le référencement. Et pour ceux qui ont carrément envie de soutenir financièrement mon travail, le lien est dans la description.